La présentation que tu as faite de moi me met une pression folle. Donc maintenant, je suis encore plus émue que je ne l'étais. En tout cas, merci à vous pour la confiance que vous m'avez faite en me proposant cette conférence d'ouverture, parce que les propos qui sont tenus dans une conférence plénière pourraient, d'une certaine manière, s'il semblait pertinent à tous et à toutes, servir un petit peu de fil rouge tout au long du colloque pour continuer ces interrogations que nous avons les uns et les autres, que nous partageons, et qui pourraient nous conduire à être plus que des chercheurs individuels. Bon, tu as décrit ma carrière d'une manière que je ne reconnais pas. Moi, j'ai le sentiment plutôt sans doute le sentiment partagé des uns et des autres d'un travail qui est très laborieux. Comme disait Bachelard, nous sommes des travailleurs de la preuve. Et donc, il y a beaucoup de transpiration là-dedans et finalement assez peu de légèreté. Et la question que je pourrais poser dans cette conférence, c'est celle de la communauté. C'est qu'est-ce qui fait qu'au-delà de nos travaux individuels, de nos carrières individuelles, à un moment donné, nous consacrons un petit peu de temps, un petit peu d'effort à constituer une communauté. Et je voudrais prouver qu'aujourd'hui, en tout cas par mon argumentation, qu'aujourd'hui, il y a des enjeux importants pour cela. Donc, cette conférence, j'ai toujours un petit peu de mal avec le magistral, et donc je l'ai plutôt prévue en pensant à vous, parce que je savais qu'il y aurait pas mal de personnes que je connais dans cette salle, et donc ça me crée encore plus de pression. Et je me suis dit que peut-être que le mieux, c'était de continuer à être moi-même, c'est-à-dire à tenir un dialogue avec vous. Ce dialogue qui commence d'abord par les lectures des uns et des autres, qui peut se continuer par les échanges que nous avons les uns et les autres à des moments différents, et qui peuvent avoir des moments, des points d'orgue, comme là, cette prise de parole. Ensuite, il y aura les questions que vous poserez. Il y aura les 2 conférences de Ola et de Simon, les ateliers. Donc, prévoir un petit peu cette conférence comme l'amorce d'un dialogue que nous allons poursuivre durant les jours qui viennent et que nous poursuivrons, j'espère, bien après. Sinon, ça serait un petit peu dommage que l'on s'arrête là. Donc, dans cette perspective, je voudrais commencer, in media res, en disant qu'aujourd'hui, les enjeux dans le domaine de la recherche sur les technologies sont d'autant plus cruciaux, d'autant plus importants, fondamentaux, qu'ils affectent, de mon point de vue, ou ils sont portés par 2 projets de société qui sont aujourd'hui radicalement opposés. Ils sont aussi portés par des discours qui laisseraient penser que le destin même de l'humanité est en jeu. Et je me dis que face à ces discours-là, face à ces groupes de parole, de pression, ces groupes de pensée et d'action, comment pourrions-nous, nous, rester dans nos petites affaires, dans notre petit coin, notre petite carrière? Donc, je me dis qu'aujourd'hui, il y a un enjeu particulièrement important, alors que finalement nous nous laissons emprisonner par une course qu'on pourrait qualifier de folle, une course folle en avant, contraint par une temporalité et une suroccupation qui est très sincèrement déraisonnable, dans la mesure où, au fur et à mesure que nous avançons, nos traces effacent ce que nous construisons. Cette suroccupation fait que nous n'avons même pas le temps de réfléchir aux termes que nous employons. Et nous n'avons même pas le temps de partager ces sens des mots que nous employons. Et pourtant, ce n'est pas aux spécialistes de sciences du langage que j'apprendrai que ce sont bien ces mots
qui peuvent faire communauté parce qu'ils sont porteurs d'une vision du monde et qu'ils sont porteurs de systèmes de valeurs, même quand ce sont des concepts. Dans ces conditions, comment produire une science consistante, susceptible d'offrir ne serait-ce qu'une voie alternative en sciences humaines et sociales, aux analyses, par exemple, des sciences expérimentales, qui s'intéressent à l'activité humaine, ou encore celles qui me paraissent plus dangereuses, du trans et du post-humanisme. Donc, dans cette ouverture, je voudrais nous questionner sur cette manière que nous avons de travailler et qui fait qu'on peut cumuler avec des travaux antérieurs plutôt que de les oublier. On peut cumuler les travaux entre nous plutôt que d'être en concurrence les uns avec les autres et à ne pas citer l'un parce qu'il est dans tel courant ou dans telle école ou dans tel réseau ou il n'est pas de mon labo, etc. Donc comment on peut faire pour cumuler ? Comment on peut faire pour échanger davantage sur la définition des mots que nous utilisons et en particulier des concepts ? Autrement dit, comment pouvons-nous faire dans un contexte comme celui-là pour produire une recherche capable d'élaborer des connaissances fiables, en coopération avec des champs de pratique, formels, non formels, informels, parce que ça, c'est l'une des caractéristiques de nos pluridisciplines, et éthiquement orientés, ça pourrait faire la différence avec d'autres courants de recherche, éthiquement orientés par une finalité d'éducabilité et de développement humain à tous les âges de la vie. Je pense que cette définition première peut potentiellement être fédératrice de toutes les pluridisciplines ou de toutes les disciplines qui sont représentées dans cette assemblée. Pour aborder cette première partie de la conférence, je voudrais réaffirmer, comme je l'ai toujours fait, qu'il n'y a de présent et d'avenir possible qu'appuyer sur une connaissance solide du passé. J'ai entendu des collègues qui disaient « moi je ne m'intéresse pas au passé, je m'intéresse au présent ». Mais je ne vois pas comment on peut raisonnablement et profondément construire un présent si on n'a pas cette mémoire, cette construction d'une mémoire qui peut permettre de nous conduire à consolider des choses qui ont déjà été faites et à ne pas reproduire des choses qui ont déjà été expérimentées et dont on sait qu'elles ne fonctionnent pas. Et moi, peut-être parce que je prends de l'âge, j'ai l'impression d'un éternel recommencement. J'ai l'impression que nous sommes dans une communauté qui se répète, qui ne cesse de se répéter. Mais j'ai tendance à penser que si nous avions la volonté d'approfondir une connaissance historique de notre domaine, nous pourrions aujourd'hui dessiner des pistes de recherche prioritaires qui ne nous engageraient pas à répéter des choses qui ont déjà été dites depuis au moins 5 ou 6 décennies. Donc, quand on voit que jusqu'aux années 2000, certaines personnes critiquent l'idée des vagues technologiques, moi je trouve que c'est une analogie heuristique, tout au moins jusqu'aux années 2000, pour montrer qu'il y a une succession quasi décennale de la généralisation d'objets techniques et de leur appropriation dans le monde éducatif, de telle manière qu'on pourrait dessiner un chronogramme en 8 étapes. Alors, je ne vais pas le développer ici parce que je n'ai pas le temps, mais on a 8 étapes qui reviennent toutes les décennies. Et je me demande si, en disant que c'est vrai jusqu'aux années 2000, ça vaudrait la peine, dans une dizaine d'années, de voir si c'est encore vrai après les années 2000. Parce que je vois apparaître des indices qui laissent penser que peut-être on est en train de continuer cela. Quelle est la leçon que l'on tire de ces 5 ou 6 décennies, si on remonte à la radio d'après-guerre, en gros jusqu'aux plateformes des années 2000 ? On se rend compte que, in fine,
après tous les investissements, après toutes les recherches, après toutes les innovations dans beaucoup d'endroits qui ont été très 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 intéressantes, en fait, globalement, autour des années 2000, on a une modernisation de surface, des innovations locales, mais globalement des pratiques qui restent relativement inchangées. Au tournant du millénaire, je reprends l'expression que tu as utilisée tout à l'heure, la révolution n'a pas lieu, et ce n'est pas moi qui le dis, et elle n'a pas lieu parce que, malgré l'importance des investissements, le travail de fond sur la réflexion pédagogique, sur ce que c'est que, anthropologiquement, apprendre, former, se former, interagir, communiquer. Cette réflexion-là ne se fait pas, elle se fait sur les outils qui instrumentent une activité qui, elle, reste relativement traditionnelle. Et donc, dans le fond, les pratiques n'évoluent pas à la hauteur des illusions, des projets, des investissements. Ces dernières années, on nous a promis un tsunami. Tsunami, il y a dans le choc des cultures entre un monde numérique, des industries du numérique, qui fabriquent des outils en créant les besoins, mais qui ne répondent pas nécessairement aux besoins de l'activité in situ. Donc, effectivement, ce choc des cultures, entre cette culture des enseignants, des formateurs, ce monde pédagogique qui est proche, j'allais dire, des mondes du soin, de l'accompagnement, etc., etc., entre en... Comment je pourrais dire ? Il y a une espèce de violence symbolique dans la manière dont ces actions-là sont maltraitées par une industrie technologique qui impose des objets qui ne correspondent pas à ces activités-là. Donc, ce vacillement qu'on a vu apparaître dans les années 2000 autour des questionnements sur les modes de gouvernance, des questionnements sur les positionnements épistémologiques, des questionnements sur les pratiques, où on voyait bien qu'en 2000, il fallait avancer, mais on ne savait pas très bien vers où. Ce vacillement, après les années 2000-2010, se confirme, mais dans une perte totale de repères. C'est-à-dire qu'on est tous d'accord pour considérer que rien ne peut plus être comme avant, mais personne, aujourd'hui, n'est en capacité de dire comment faire et vers où aller. Face à cette perte de repères, on peut observer chez les acteurs, qu'ils soient en position de gouvernance ou en position d'action éducative sur le front des difficultés, on peut observer deux tendances opposées. Une tendance qui consisterait à se replier sur la tradition, que cette tradition soit conservatrice, libérale ou libertaire, ou bien à s'engager en totalité dans une innovation qu'on a fini par appeler disruptive. Je sais que tu aimes bien ce mot, tu l'utilises souvent. Cette innovation disruptive qui fait table rase du passé. Comme si on pouvait réinventer l'éducation, la formation, la démocratie, etc. Et on nous promet effectivement que dans le dépassement de ces modèles anciens, archaïques, anté-numériques, c'est par ce dépassement-là qu'on ira vers de nouvelles sociétés, vers de nouveaux mondes. Entre ces deux tendances très opposées, je pense qu'aujourd'hui, la plupart des acteurs, qu'ils soient en situation de gouvernance ou d'action éducative ou de formation d'éducateurs, ou qu'ils soient soignants, finalement s'épuisent à essayer de tenir ensemble, à la fois en sauvegarder
ce qui peut être sauvegardé de ce qui se faisait avant, de la conception que l'on peut avoir anthropologiquement de ce que c'est que l'action d'éduquer, de soigner, de gouverner, de diriger, en tenant compte en même temps de ce que tous ces objets que cette industrie du numérique amène dans le marché et qui modifient les manières d'interagir, de communiquer, d'écrire, de penser. La difficulté supplémentaire, c'est le fait que cette innovation technique s'impose d'une manière extrêmement accélérée. C'est-à-dire que cette accélération de l'innovation technique ne correspond pas à la chronobiologie humaine. Et donc, si on cumule cette accélération avec le nombre des changements, l'importance de ces changements, que j'ai toujours qualifiés de civilisationnels, cette profonde perturbation sociale liée à un pilotage ultralibéral du rapport à la richesse, au travail, à la consommation, les acteurs les plus dévoués, les plus sensés, les plus engagés dans le bon fonctionnement des espaces de travail et des communautés sociales, et là je pense que la plupart d'entre vous, vous reconnaîtrez dans cette description, ces personnes-là sont contraintes à un positionnement de combattant. On n'est plus dans une activité normale, on n'est plus dans une activité ordinaire. On est obligé de se battre, d'être une espèce de combattant dans la vie quotidienne, en courant évidemment régulièrement le risque de l'épuisement professionnel. C'est le bilan que je ferai de ces dernières décennies, en sachant que, d'une certaine façon, nous sommes des générations qui nous trouvons entre deux mondes. Nous sommes pris entre ces deux mondes, nous sommes tendus entre ces deux mondes, et le fait de vouloir à la fois conserver ce qui fait la spécificité de nos activités, et en même temps être contraint d'utiliser des objets numériques avec toute une pensée, tout un système de valeurs, contraint à une espèce à la fois de vacillement dans les orientations à prendre et en même temps de lassitude, voire d'épuisement à ne pas réussir à tout tenir. Je me méfie, là, je venant de dire avant c'était mieux. Non. Donc, en essayant de rester positif, constructif, de se demander qu'est-ce qui perdure au long de ces décennies et qu'est-ce qui change vraiment. Je vais bien évidemment être obligée d'être affreusement synthétique parce que je ne vais pas pouvoir développer. Mais peut-être donner quelques exemples. Dans ce qui perdure, on voit combien, dans le discours politique, les objets techniques continuent à constituer un levier de changement de l'activité. Par conséquent, dans ce qui perdure, on voit s'ajouter les uns aux autres les plans. Donc le dernier plan numérique pour l'éducation en 2015 est venu s'ajouter à une autre série de plans. Ça serait intéressant d'aller regarder de plus près ce qui perdure et ce qui change dans cette volonté du politique de vouloir transformer l'activité d'éducation et de formation, mais ailleurs du soin ou de la communication ou de l'information, par le biais des objets, et non pas par le biais de la réflexion sur la spécificité de cette activité et des besoins dans le cadre d'une société totalement moderne. À l'échelle des établissements, ce qui perdure, c'est cette logique d'investissement qui plus est liée à des marchés qui sont souvent assez opaques et qui amènent une espèce de chape de plomb parce que la logique d'investissement, on y dépense énormément d'argent. Après, il n'y a plus d'argent pour payer le travail. Et les logiques de marché font qu'on doit travailler dans le public avec des outils dont tout aussi bien on n'a pas besoin. Ce n'est pas cela dont on aurait besoin. Ça se reproduit très très régulièrement.
en recherche, je suis obligée de constater ce brouillage permanent que crée une sémantique techniciste que même les chercheurs utilisent. Et ça, c'est profondément problématique. J'y reviendrai. Et aujourd'hui, j'ai beau regarder les propositions qui sont faites d'articles, de colloques, etc., je vois une réémergence, par exemple, du mot « impact ». Comme si, pour reprendre le bon mot de Madeleine Acric, les sciences humaines et sociales étaient une science de la balistique. Je vois réapparaître des comparaisons avec et sans technologie, alors qu'on pourrait écrire par avance les conclusions de la recherche. On voit réapparaître des recherches sur le fait que les objets techniques créent une motivation chez les publics. Oui, les premiers jours, etc., etc. D'autres travaux plus prudents, plus mesurés, essayent de voir quelle est la différence entre les logiques de conception et les logiques d'usage. Donc là, on voit qu'il y a quand même un travail en SHS qui a été fait, mais on voit réapparaître ces travaux-là. Ou par exemple, les travaux sur les taux d'abandon de la formation à distance. Ça fait 50 ans qu'on écrit là-dessus, etc., etc. Donc, une répétition d'un monde de la recherche qui, par l'accumulation des enquêtes et non pas la cumulativité des connaissances épistémologiques, théoriques, empiriques, etc., tend à reprendre les mêmes thématiques d'enquête plutôt que d'avancer sur des sujets qu'on pourrait considérer prioritaires au regard de ce qui a déjà été fait depuis 40 ou 50 ans. Par conséquent, on est obligé de constater une recherche qui est toujours aussi amnésique, qui est toujours aussi ahistorique, en gros l'histoire commence aujourd'hui, et qui est toujours aussi apolitique, au prétexte que la science et la technique sont neutres. Bien sûr, des aspects changent, mais il faut s'accrocher pour garder le moral. Parce que dans le monde politique, on garde les plans, mais on multiplie les appels d'offres et les macrostructures. Or, dans les appels d'offres, on se retrouve avec des très très grosses équipes où l'exigence de la production empêche le travail de fond, comme il faut produire et produire vite et produire des choses visibles qui éventuellement permettent d'avoir un nouveau financement quelque temps après. On peut s'interroger sur la nature de la science que l'on fabrique quand on fait ces choses-là. Voilà. Les macrostructures qui sont en train de s'organiser aujourd'hui éloignent de plus en plus les enseignants, les chercheurs de la gouvernance, et donc la relation entre la spécificité de l'activité et l'intérêt et la pertinence des priorités de la gouvernance se fait mal parce que les relations sont de plus en plus difficiles et de plus en plus opaques. Et donc on est là sur des modalités de politique de la science qui sont des modalités extrêmement prescriptives et extrêmement normatives. Donc d'une certaine manière, elles assèchent une certaine créativité de la pratique scientifique. Dans les établissements, le souci de visibilité, les restructurations successives, les fusions, etc., etc., là aussi, créent tellement de brouillage, amènent les individus à remettre sur le métier constamment les dossiers, les projets, etc. Et il me semble que là, il y a une erreur profonde, à la fois épistémopolitique, pour faire un peu comme Stengers, épistémopolitique au sens où on se trompe d'innovation, en fait. On multiplie des innovations de surface en bougeant les structures, en amenant des objets, mais on n'est pas
on ne se retrouve jamais dans des moments de réflexion sur ce qu'est la créativité de l'agir humain. Et là, je reprends un concept de Joas. Parmi les choses qui changent, le fait que la recherche s'intéresse au hors institutionnel, c'est une très 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 bonne chose. Qu'elle s'intéresse à ces phénomènes d'hybridation, et je dirais d'hybridation multiple, pas seulement le temps, pas seulement l'espace, mais aussi peut-être des hybridations culturelles, des métissages, etc. Ça, c'est extrêmement intéressant. Là, on est dans des secteurs qui pourraient être spécifiques, propres aux sciences humaines et sociales. Mais en travaillant dans ces macrostructures et en répondant en permanence à ces appels d'offres, je vois deux risques. Le premier, c'est de ne pas consacrer suffisamment de temps à l'étayage épistémo-théorique des recherches, à ne pas consacrer suffisamment de temps à l'explicitation méthodologique. Donc là, le risque, c'est de répéter, c'est-à-dire de reproduire des choses que l'on sait déjà faire, mais qui pourraient être inadéquates dans un monde qui, lui, culturellement, politiquement, etc., avance. Un deuxième risque que j'y verrais, c'est que ces recherches-là, qui font appel à des équipes pluridisciplinaires au-delà de nos pluridisciplines, c'est-à-dire que nous sommes des disciplines pluridisciplinaires et on nous demande d'être encore plus pluridisciplinaires. Et en plus, internationales. Et donc là, on a l'avantage de l'ouverture, on a l'avantage du dialogue, on a l'avantage du métissage, on a l'avantage d'assouvir une certaine curiosité. Mais on court le risque de ne pas travailler en profondeur les proximités et les différences. On utilise les mêmes mots avec nos frères et sœurs québécois, mais il arrive, quand on creuse un peu, qu'on ne veuille pas dire du tout la même chose. Parce qu'on n'a pas la même culture socio-historique, on n'est pas sur les mêmes terroirs, etc., etc. Et ces éléments-là, on les approfondit peu. Donc si, sur des notions quotidiennes, on repère des différences importantes, que se passe-t-il quand on creuse des concepts? Et que pour les uns, les références vont être anglo-saxonnes, et pour les autres, les références vont être franco-germaniques. Ce n'est pas du tout les mêmes univers épistémiques. Donc ce n'est pas du tout la même manière de regarder le monde, le terrain, le phénomène, le processus, etc. En vous disant ça, je suis consciente que c'est déjà une parole qui est presque un peu dépassée, dans la mesure où, en ce moment même, arrive un autre tsunami scientifico-économico-politique, qui est celui des recherches réalisées sur les big data, les robots androïdes et l'hybridation entre l'artificiel et le vivant. Et là, on voit arriver une manière de regarder le monde, de travailler les phénomènes et les processus, d'appliquer des positionnements épistémologiques qui ne révèlent pas les soubassements idéologiques. J'aurais dû dire axiologiques, pardon. Les soubassements axiologiques des points de vue pris pour étudier les phénomènes, qui explicitent peu ou rarement les méthodologies, et dans des communautés qui reçoivent des budgets colossaux dans d'autres univers que les nôtres. Donc, face à ces phénomènes-là, ou bien on a peur et on se raccroche en ce qu'on sait faire, ou bien on se dit que le monde est fou et on se raccroche de manière conservatrice à des traditions,
ou bien on est opportuniste et on y va à fond dans les big data, les robots androïdes, etc., etc. Et on fait une certaine recherche, hein, avec une certaine base axiologique, mais on est sûr d'avoir de l'argent. Ou bien on s'interroge un peu sur, pour essayer d'établir cet équilibre entre ce en quoi on croit, le sens qu'on veut donner à nos vies individuelles et collectives, et ce que l'on pourrait se donner comme épreuve, comme mission, comme œuvre collective pour agir autrement. On sera peut-être les perdants du XXIe siècle, mais au moins on sera des perdants qui auront une certaine dignité, un certain panache, un certain honneur. Pourquoi pas ? Et par conséquent, j'aurais tendance à dire que si on va sur cette piste-là, il faut absolument revoir nos manières de produire de la recherche. Il y a des jours où j'ai peur. Il y a des jours où j'ai peur quand je vois la montée en puissance de méthodes expérimentales qui réduisent l'activité humaine au fonctionnement cérébral. Il y a des nuits où je ne dors pas très bien quand, après avoir lu des textes qui nous expliquent que le cerveau étant si défaillant, la biologie étant si défaillante, l'humain étant si faible, il est extrêmement important de l'augmenter par des nanotechnologies qui pourraient nous conduire à être des êtres augmentés. Et je me dis, face à ces discours-là, quel discours construisons-nous ? Alors je ne dis pas parallèlement et en face, mais ailleurs et à côté, hein, dans une espèce de microcosme, une petite crique, hein, un petit écosystème épistémique. Hein. Est-ce que nous sommes capables collectivement de produire autre chose que du discours individuel qui se juxtapose de manière concurrentielle ou opportuniste pour aller répondre à des appels d'offres qui nous ramènent plein d'argent ? Est-ce que nous sommes capables de construire une communauté scientifique capable de contribuer à une production de recherche consistante en sciences humaines et sociales, centrée sur l'activité humaine, sur ses caractéristiques, sur ses spécificités, qui montrerait que l'apprentissage, l'éducation, la formation ne se réduit pas à une interconnexion cérébrale. Comment pourrait-on construire un discours scientifiquement fondé pour montrer que l'activité humaine, c'est en soi un écosystème. C'est une activité où il y a de la vie. Et si on tue cette vie, c'est comme faire une agriculture hors sol, hein, ou c'est comme construire la ferme des 1000 vaches. On tue cela même que l'on aime, on tue cela même que l'on voudrait promouvoir et développer. Donc, comment peut-on produire cette communauté scientifique consistante ? J'ai vu 3 pistes, il y en a sans doute plus. Hein. Mais au moins en termes de formation des nouvelles générations. Il me semble que nos générations ont une responsabilité, une première responsabilité, qui consiste à constituer le passé en mémoire. Si nous ne fabriquons pas un patrimoine de l'innovation pédagogique et un patrimoine de la recherche en éducation sur l'innovation pédagogique, porté par cette centration sur l'activité humaine et moins sur les objets techniques, donc une activité humaine instrumentée et pas l'innovation technologique. Si on ne constitue pas ce patrimoine-là, il n'existe pas. Et comme il n'existe pas, on a beau jeu de dire « il ne se passe rien ». Vous le voyez bien. On dépense énormément d'argent et au final,
c'est toujours la même pédagogie traditionnelle, les amphis, dans les universités, etc., etc. Il ne se passe rien. Donc faisons autrement. Innovation disruptive, on fait table rase du passé, puisqu'il n'a rien existé d'intéressant, alors on va faire autrement. Quand on est un petit peu sensible à ce qui se passe sur les terrains éducatifs, on voit bien qu'il y a énormément d'innovation, énormément de créativité, énormément d'engagement. Comment peut-on rendre compte de cela? Comment peut-on l'inscrire, non pas dans un musée, mais dans un patrimoine que nous pourrions partager et que nous pourrions enseigner, transmettre? De la même manière, dans la recherche, comment se fait-il qu'aujourd'hui, les jeunes chercheurs ne citent pas les travaux avant 2010? Je veux dire, c'est déjà, alors 2000, oh là là, et alors avant 2000, oh là là, c'est le siècle dernier, c'est anténumérique. Il y a un problème là. Comment se fait-il qu'on ne réussisse pas à patrimonialiser une recherche qui a au moins 5-6 décennies? Si on remonte aux travaux de Ellul et même avant ceux de Mumford, par exemple, on remonte aux années 30. Relisez Lewis Mumford, relisez Jacques Ellul. Ils ont tout dit sur le rapport de l'humain à la technique. Donc comment se fait-il qu'on réinvente la roue et que des auteurs aussi fondamentaux ne soient pas inscrits dans nos programmes de formation en licence et en master, dans nos disciplines? La deuxième piste, qui me paraît fondamentale pour les années qui viennent, c'est de s'accorder sur un corpus commun de connaissances. Comment peut-on faire communauté si chacun emploie un terme comme celui de dispositif à sa façon? Un jour, dans un numéro spécial d'une revue que je ne citerai pas, j'ai comptabilisé plus de 300 utilisations du mot dispositif et j'ai dû comptabiliser au moins 20 ou 25 occurrences. Est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que des travaux de conceptualisation étant faits sur un terme comme celui-là, je prends celui-là parce qu'il est utilisé ad nauseam, à la fois comme notion, comme concept, mais ni comme notion, ni comme concept, on ne sait ce qu'il veut dire. Par contre, on s'entend tous sur une idée que l'on a, que ça pourrait être quelque chose qui associe l'humain et les artefacts de manière dynamique, évolutive, stratégique. Voilà. Il y a un petit peu cet horizon sémantique autour de ce mot. Mais après, les contextes d'emploi sont extrêmement différents. On pourrait prendre le terme instrumentation, on pourrait prendre le terme configuration. Ce sont des mots qui sont très très employés aujourd'hui. Or, il y a des conceptualisations, basons-nous sur les conceptualisations. Quand on sait que des anthropologues ont démontré que la technique est un fait de culture, ils ont démontré le caractère indissociable du politique, de la science et de l'industrie. Ils ont montré que les agencements des objets, des espaces, des symboles et des humains se matérialisent en technologie de pouvoir. Des philosophes ont argumenté l'ambivalence des techniques. Des sociologues ont montré que les objets techniques modifient considérablement notre rapport au temps, à l'espace, à la famille, à la santé, etc. Qu'ils sont porteurs de conception de l'activité. Crick disait que l'activité est prescrite par l'objet technique. Des collègues comme Simonian, ici à Lyon, travaillent sur le concept d'affordance. Des spécialistes, polytechniciens érudits, ont démontré les risques graves pour la démocratie, de l'abandon du politique aux techniques et de l'éthique au faisable. Est-ce qu'on ne pourrait pas, sur ces bases-là, considérer que nous avons là
autant de postulats qui n'ont pas à être démontrés et qui pourraient fonder une approche à partir de laquelle avancer. Si on veut fonder nos travaux sur une approche socio-historique, si l'on veut capitaliser les travaux de la communauté dans le passé et dans l'actualité, utiliser pleinement cette puissance explicative des concepts, voire prédictive, sauvegarder leur potentiel subversif en ne les notionnalisant pas. Il me semble qu'il est important, pour faire ce travail, de nous réorganiser. Nous réorganiser à la fois pour être capable de travailler individuellement et collectivement. Arrêter de fabriquer de la concurrence entre les équipes, entre les individus. Essayer d'être dans un travail plus fédératif, plus d'intercompréhension. Qu'on ne puisse pas dire « non, je n'emploie pas ce concept parce qu'il appartient à telle école ou à tel courant ». Prenons-le, ce concept, travaillons-le. Peut-être qu'on peut l'enrichir, peut-être qu'on peut ouvrir une autre voie, une autre piste, mais cumulons, ne nous dissocions pas. Je pense que dans cette fabrication de ce qui pourrait être une œuvre collective, si nous réussissions à fabriquer ce patrimoine, si nous réussissions à nous mettre d'accord sur des fondamentaux en termes de postulats, en termes de concepts partagés, peut-être en termes de grandes figures, des hommes et des femmes qui ont construit ce que nous sommes, peut-être que nous serions alors capables de le transmettre avec plus de joie, de le transmettre avec plus d'envie. Et peut-être qu'en fabriquant cette communauté plus bienveillante, plus dialogante, donnerions-nous davantage envie aux jeunes d'entrer dans ce métier. Parce qu'aujourd'hui, l'image que donne l'enseignement supérieur, l'université, pourrait décourager nombre d'étudiants. Je connais déjà un docteur qui ne sera jamais enseignant-chercheur, alors que c'est un conceptuel extrêmement brillant. Parce que, justement, il considère que les communautés de recherche à l'université ne sont pas solidaires, qu'elles ne sont pas cohésives. Les gens ne travaillent pas suffisamment ensemble. Donc cette idée de produire une œuvre collective autour d'un apport de Monique Linard qui me semble fondamental. 40 ou 50 ans de travail, Monique Linard a essayé, expérimentation après expérimentation, et les méthodes expérimentales en sciences de l'éducation sont très rares. Elle a montré que l'activité humaine est une activité biologiquement incarnée, culturellement située, socialement, elle se fabrique dans l'interaction, et elle se fabrique dans l'interaction avec autrui, mais aussi avec le monde, avec un environnement donné. Je pense que si on prend cette définition de l'activité humaine, elle est extrêmement fédérante, parce que elle est à la base de tout ce qui nous réunit ici. L'éducation, la formation, le soin, la communication, l'information, le politique, l'économique, etc. Et je pense qu'on aurait là un postulat de base qui donnerait une assise importante à une communauté de recherche qui tenterait de produire cette science consistante qui donnerait le primat à l'humain. Si nous donnions ce primat à l'humain, nous n'aurions plus besoin de revendiquer une approche critique. Parce que dans l'actualité, donner le primat à la dimension humaine de l'activité, c'est intrinsèquement être déjà critique.